Pourquoi ? On va commencer d'abord avec les suites de ce concert perturbé à la Philharmonie de Paris. Ça s'est passé jeudi soir. Ça devient une affaire politique. Pourquoi ? Parce que il y a unanimité pour dénoncer, condamner ce qui s'est passé, sauf du côté de la France insoumise, qui salue l'action de ces militants pro-palestiniens qui ont perturbé. Ça aurait pu être gravissime, hein, avec les fumigènes bien évidemment. Les conséquences auraient pu être gravissimes du côté de la Philharmonie de Paris. 4 manifestants pro-palestiniens ont donc été placés en garde à vue après les incidents survenus à la Philharmonie de Paris jeudi soir. Parmi eux, un homme fiché S pour ses liens avec la mouvance contestataire. Ils avaient perturbé à 3 reprises le concert sous la direction du chef d'orchestre israélien Lahav Shani. Alors, pour les 2 auditeurs qui n'ont pas suivi ce dossier, je voudrais qu'on revienne sur les faits et qu'on écoute les faits. Écoutez ce sujet. Des fumigènes allumés dans la foule et de violents affrontements entre les spectateurs. Par 3 fois hier soir, le concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël a été interrompu à Paris par des militants. Ce spectateur, dans l'assemblée au moment des faits, raconte sa frayeur. On a tous eu très peur et mon premier réflexe était de me lever et d'essayer d'éteindre ce fumigène qui mettait en danger des centaines de personnes. Les cris, c'était Israël assassin, génocide. Selon le parquet de Paris, 3 hommes et une femme ont été placés en garde à vue pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations et organisation de manifestations non déclarées. L'un des individus interpellés, âgé d'une vingtaine d'années, est fiché S pour ses liens avec la mouvance contestataire. La Philharmonie de Paris a annoncé porter plainte et dans un communiqué, elle condamne fermement ces incidents. Rien ne peut justifier de telles actions. Quelles que soient les opinions de chacun, il est tout à fait inadmissible de menacer la sécurité du public, des personnels et des artistes. De son côté, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a réagi sur X. La violence n'a pas sa place dans une salle de concert. La liberté de programmation et de création est un droit fondamental de notre République. Une fois le calme revenu dans la salle, en réponse aux provocations, l'Orchestre Philharmonique a entonné l'hymne national israélien. Et la question qu'on se pose ce matin, bien sûr, et on la pose aux auditeurs, militantisme anti-Israël, anti-politique de Benjamin Netanyahou, est-ce que c'est de l'antisionisme ou est-ce que c'est de l'antisémitisme ? Est-ce qu'on vient d'importer une fois de plus, encore un peu plus, le conflit israélo-palestinien sur notre sol ? Je le disais, Franck Tapiro est avec nous, vous êtes conseiller en communication, vous êtes fondateur de Diaspora Défense Force, et vous étiez présent jeudi soir. Oui. Racontez-nous, c'est aussi simple que ça. Écoutez, j'ai assisté pour ma part au premier acte de terrorisme culturel en live. Pourtant on venait, j'aimerais en parler pendant quelques secondes. N'oublions pas que c'est un grand concert ce qui s'est passé ce soir-là. Lahav Shani est un jeune chef, l'orchestre d'Israël fait vraiment un tour du monde incroyable avec ce pianiste, Andras Schiff. J'aimerais rappeler juste le fait artistique avant de passer à l'horreur parce que c'était un immense concert. Et il faut l'avouer. Et malgré toutes ces interventions, non seulement ils ont été au bout parce qu'ils sont sortis 3 fois, ils sont revenus, vous imaginez, 80 musiciens, sortir, rentrer, vous imaginez le stress que ça peut représenter, mais il y a un acte de résistance musicale et artistique ce soir-là. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que l'orchestre a tenu à jouer le concerto numéro 5 de Beethoven, l'Empereur, et la symphonie numéro 5 de Tchaïkovski, jusqu'au bout. Donc ils ont été interrompus, mais ils n'ont rien lâché, ils sont revenus au début de chaque mouvement, et ils ont rejoué, il faut le dire, parce que c'est important de dire que malgré ces perturbations dont on parle, et c'est normal, et on est là pour cela, pour en expliquer peut-être les raisons aussi et les développements, dire que la culture gagnera toujours. La culture nous sauvera toujours. Mais il y a eu quand même cet attentat terroriste, pour moi, culturel, qui est pas uniquement ce qu'on raconte aujourd'hui, parce qu'on voit ce qu'il y a de plus visible avec les fumigènes. D'abord, il y a eu une femme qui s'est levée, a crié des horreurs, a jeté des tracts en plein milieu du premier mouvement, et a sorti une sirène répétitive, vous savez, comme une sirène, mais très violente, qu'elle a planquée dans la salle, puisque même quand elle a été exfiltrée de la salle, la sirène continuait. Donc il était impossible de continuer décemment une telle interprétation. Donc il a fallu d'abord retrouver cette sirène. Et ensuite, à 2 reprises, d'abord, cet homme qui se lève avec c'est un énorme fumigène, qui avait en plus une capacité incendiaire. Et là, j'en parlerai avec notre ami Georges, mais pour moi, c'est sortir, surtout dans une telle enceinte, en plus avec des matériaux particuliers, avec du bois, avec des gens de partout. Un tel objet, pour moi, représente une tentative d'homicide
volontaire. Un incendie, c'est une tentative d'homicide volontaire. Il s'est levé, il a fallu attendre plusieurs secondes pour que des personnes du public, et là j'en appellerai, après derrière, complicité interne, et je le dis dans la salle, où était la sécurité ? Où était même la police? Je ne les ai pas vus. Donc c'est donc des spectateurs qui ont dû faire la police, essayer de lui arracher cet objet incendiaire, et puis essayer de le repousser. Il a fallu attendre plusieurs secondes à cela. Donc ça, il faut le savoir. Alors certains disent, bien entendu, dans la France insoumise, que les seuls faits de violence qu'ils ont vus, c'est évidemment le public qui frappait sur cet homme-là, alors que si on ne peut pas considérer la violence que représente la présence d'un tel fumigène incendiaire dans une salle de spectacle pour un morceau classique, je pense qu'on est vraiment sur deux univers différents. Et puis juste après, il a été exfiltré, et une troisième personne a ressorti un autre fumigène. Donc, encore une fois, c'est une multitentative d'attentat pour faire arrêter ce concert, qui était un concert, je le rappelle, de l'orchestre d'Israël, avec la Rafshani, mais n'oublions pas, c'est pas parce qu'il y a marqué orchestre d'Israël que les 80 musiciens représentent le gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est la question qu'on se posera dans un instant. Ça, de quoi parlons-nous? Est-ce qu'on parle d'antisionisme? Est-ce qu'on parle d'antisémitisme? Vous dites c'est la haine des Juifs, on en parlera dans un instant. Bien sûr, mais revenons sur les faits et ce qui s'est passé. Il dit, Franck Tapiro, et je me tourne vers le magistrat que vous êtes, Georges Fenech, l'ancien magistrat, il dit c'est une tentative d'homicide volontaire. Je crois qu'ils ont été placés en garde à vue et que c'est pour mise en danger de la vie d'autrui. Il y a des violences et mise en danger de la vie d'autrui, donc on n'est pas sur le même terrain, terrain judiciaire, je veux dire. C'est pas du tout sur un motif criminel, c'est effectivement sur un motif délictuel de mise en danger d'autrui. La peine encourue est de 1 an d'emprisonnement. J'attends de voir effectivement s'il y aura une comparution immédiate et à la clé un mandat de dépôt à l'audience. On va voir, parce que chez nous, il y a des personnes qui sont placées sous mandat de dépôt à l'audience, vous le savez. Hein. Oui, c'est la mode en ce moment. Voilà, on va voir si ici, effectivement, ça va être le cas, compte tenu de l'extrême gravité occasionnée, pour reprendre un critère de mise en détention, à l'ordre public. Et la mise en danger de la vie de ces personnes. Et Julien Drey l'a très bien dit sur l'antenne de CNews également, c'était extrêmement dangereux, ce fumigène, ce que vous dites, Franck. Bien sûr. À cet instant, ça aurait pu mettre le feu à la salle. Donc il y a vraiment une mise en danger tout à fait réelle. Mais je ne pense pas qu'on qualifiera cet événement d'attentat ou de tentative d'attentat ou d'homicide volontaire. Mais il y a des d'attentat culturel. Oui. Bon, la formule, elle est lourde de sens, bien évidemment. Elle peut choquer aussi, surtout dans un contexte que la semaine prochaine, on va commémorer les 10 ans de l'attentat terroriste islamiste du 13 novembre, la vague d'attentats. Et cette vague d'attentats, c'est 113 morts, hein, tout de même. 130 même. 130, pardonnez-moi. 130. Donc, il faut... c'est une formule, vous êtes un as de la communication, c'est une formule qui peut choquer. C'est une formule, sincèrement, moi qui y étais, je l'ai vécu. J'ai vécu cette sidération où les gens... En plus, il y a eu 3 fois, 3 tentatives d'arrêter ce concert. Je peux vous dire sincèrement, c'est pas juste une formule pour choquer l'opinion, c'est une formule que j'ai vécue. Terrorisme culturel, c'est quoi? C'est faire peur. Ça veut dire quoi? Le terrorisme culturel a commencé avec la CGT Spectacle qui a menacé en disant on doit interdire. Et pour interdire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va faire des manifestations, on va essayer d'interdire donc ce concert. Premier acte de terrorisme. Terrorisme, c'est quoi? C'est faire peur. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Par de la violence, par ce qui s'est passé au Bataclan, des assassinats ciblés, et bien entendu par cette manifestation par le fumigène, qui est un fumigène incendiaire. Encore une fois, on en parlera, j'aimerais justement parler avec Georges, sur la détermination. Ils ne sont pas rentrés par hasard, ils l'ont préparé. Ils ont été, vous allez le voir, je pense qu'une enquête montrera qu'il y a eu des complicités. On a tous été fouillés, tous les sacs étaient fouillés. Pourquoi ces 3 personnes ont pu rentrer avec des fumigènes qui sont impressionnants? Il y a eu une complicité. J'ai vu, et je ne suis pas le seul, et j'en appelle à toutes les personnes qui étaient dans la salle, c'est pour ça que je voulais l'annoncer en direct aujourd'hui, des personnes de la sécurité intérieure se taper dans la main avec des grands sourires, juste à l'entracte, parce qu'ils étaient heureux de je ne sais pas quoi, alors que tout le monde était vraiment très atteint par cette histoire. Et ils nous regardaient, ils se félicitaient, je ne sais pas de quoi, parce que c'était la tenue de la première mi-temps. Voilà. Non, mais peut-être qu'ils se félicitent. Alors, il faut faire attention. Vous dites, ils se félicitaient, je ne sais pas de quoi. Donc je dis, je ne sais pas de quoi. Moi, sur le terrorisme intellectuel, mon intuition me le dit, parce que c'est la formule que vous utilisez. Oui, culturel. Il y a quelqu'un qui a écrit sur le terrorisme intellectuel. Jean Sévilla, effectivement, Alexandre Devecchio, et ce serait
intéressant d'appeler Jean Sévilla dans la demi-heure pour lui dire, non mais je suis très sérieux, de lui dire, est-ce que le climat actuel, avec ses actions sur le monde culturel, est-ce que ça participe à une forme de terrorisme intellectuel? Est-ce qu'on a le droit de ne pas épouser la thèse de la France insoumise, à savoir, il y a un génocide à Gaza, il y a un État finalement qui est en train de malmener une population et qui ne fait pas la guerre contre le terrorisme et contre le Hamas. Si vous n'épousez pas cette thèse-là, c'est que vous êtes un génocidaire. Oui, il y a tout à fait une forme de terrorisme intellectuel, même si il faut faire attention, effectivement, parce que les 130 victimes du Bataclan, c'est autre chose. Mais dans le monde du spectacle, précisément, et c'est très intéressant, on a vu quasiment personne, à part Elie Chouraki ce matin sur CNews du monde culturel. La ministre de la Culture. Oui, la ministre de la Culture, mais les artistes qui aiment donner faire la morale, prendre le micro pour donner leur avis. Il est 11h15 samedi, ils sont en gueule de bois. On les a pas vus condamner ça. Il y avait une grande fiesta hier, très certainement. Il y a un très grand conformisme dans le monde culturel, mais il y a peut-être des gens qui souhaiteraient le condamner, mais ils ne le feront pas par terrorisme intellectuel, parce qu'ils savent que leur carrière pourrait être mis en danger, qu'ils auraient moins de subventions, qu'ils ne seraient pas engagés par tel ou tel réalisateur. Donc, de ce point de vue, oui, il y a un réel terrorisme intellectuel. Et je rejoins ce qui a été dit. Il y a quelque chose de dérangeant. On est dans un monde où le plus grand des crimes, c'est d'essentialiser. On ne peut pas faire le lien entre la violence et l'immigration, par exemple, sans être traité de raciste. Par contre, pour les Juifs, il n'y a pas de problème. Ils sont tous responsables de ce qui se passe à Gaza. Donc là, pour moi, c'est quand même une dérive essentialiste. Je suis très étonné que la gauche, et notamment la France insoumise, qui voit du racisme partout, ne le voit pas là. Ça s'appelle « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». On reste évidemment ensemble, Alexandre, Franck Tapiro, Georges Fenech, bien sûr, Estelle Lafont. On sera avec vous, chers auditeurs. Dites-nous ce que vous en pensez. Militantisme anti-Israël, antisionisme, antisémitisme. De quoi parle-t-on après ces artistes qui sont la cible d'une certaine gauche radicale, des spectacles qui sont perturbés comme la Philharmonie? On sera avec Muriel dans quelques secondes. Muriel qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir en direct à l'émission. On continue d'en parler après la pause sur Europe 1. Elliot Deval et vous, c'est jusqu'à 13h. À tout de suite.